J'avais dit précédemment que le préjugé était véritablement l'adversaire de la pensée critique, et je dirais l'adversaire intérieur, puisque le préjugé, il est en vous. Quelqu'un qui a des préjugés, qui entretient des préjugés, c'est quelqu'un qui croit qu'il a jugé auparavant, une fois pour toutes, une catégorie d'individus ou une catégorie de phénomènes, et il le sait. C'est quelqu'un qui le sait très bien et qui n'a pas à devoir s'informer au fur et à mesure des événements dans les cas individuels. Donc le rôle du préjugé est très important. Au XVIIIe siècle, l'esprit des Lumières, la lumière, c'était la pensée éveillée. Vous ouvrez les yeux, vous critiquez, vous regardez, vous contrôlez, vous prouvez. Par opposition à ce qu'ils appelaient l'obscurantisme. Là, ce sont les pouvoirs qui vous laissent dans l'obscurité, comme celui du tyran, et qui dirigent lui-même. Eh bien, les Lumières s'opposaient à l'obscurantisme, mais essentiellement, elles s'opposaient aux préjugés. Vous trouvez ça chez tous les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant dans cette idée de préjugé, c'est que le préjugé, ça peut être aussi une superstition. La superstition, c'est de croire à des causalités fantaisistes qui ne sont pas prouvées du point de vue scientifique. Par exemple, vous faites un rituel où vous priez, vous croyez qu'il va pleuvoir, vous voulez avoir de la pluie pour vos récoltes. Ça, c'est un préjugé parce que vous croyez que ça va se passer comme ça et vous n'êtes pas accessible à toutes les réfutations, et elles sont évidemment faciles à faire, mais c'est aussi une superstition parce que vous croyez véritablement qu'il peut y avoir une causalité entre une action humaine d'invocation, etc., et le phénomène naturel qui est celui de la pluie que par ailleurs vous attendez. Et donc la lutte contre les préjugés, c'est une lutte justement qui doit permettre à la pensée critique et à l'exercice de la raison de se manifester. Alors, j'avais dit précédemment que pour bien comprendre l'influence, l'importance des préjugés à l'époque contemporaine, il fallait savoir qu'il existe des espèces de corps de doctrine qui sont des préjugés systématisés et qu'on appelle des idéologies. Ça, c'est la première partie de ce que j'envisagerai. Après, j'envisagerai la séduction du préjugé parce que c'est tellement simple, tellement simplifié le préjugé, et en particulier l'idéologie, avec les bons, les mauvais, etc., que ça séduit beaucoup de gens. Et on se demande souvent pourquoi on n'abandonne pas si rapidement qu'on le voudrait ces préjugés. C'est parce que les préjugés, c'est pas simplement négatif, ça a aussi des effets qui sont des effets gratifiants, dans la mesure où ça simplifie le monde et ça le divise entre bon et mauvais. L'idéologie fonctionne comme ça, mais il faut savoir que l'idéologie, dans le XXe siècle et au début du XXIe siècle, a souvent remplacé la religion. Les grands systèmes comme le nazisme et comme le stalinisme, le communisme stalinien, le communisme le plus autoritaire, étaient des conceptions globales du monde. Le communisme s'opposait au capitalisme et donnait l'idée qu'après l'abolition du capitalisme, de l'argent, de l'exploitation, des inégalités, on en allait arriver à l'émancipation de toute l'humanité, ce qu'on appelait les lendemains qui chantent. Il y avait une espèce de vision globale, et cette vision globale qui, sur le plan scientifique, posait beaucoup de problèmes parce que l'analyse du capitalisme était défectueuse, puisque le capitalisme, qu'on l'aime ou pas, il a continué à se développer. On ne se posait pas trop de questions sur comment est-ce que, s'il n'y a plus de capitalisme, si c'est la communauté qui se dirige elle-même, comment est-ce qu'on va organiser tout ça? Est-ce que l'État ne va pas devenir trop fort? Est-ce que l'État ne va pas tout gérer au nom de la collectivité? On s'était mal posé un certain nombre de questions, et donc la pensée critique, bien sûr, était nécessaire pour déconstruire ces idéologies. Mais ces idéologies avaient un énorme pouvoir de suggestion. Parce que les idéologies elles se basent toujours sur un certain nombre d'attentes qui sont très importantes. Et les attentes sont parfois plus puissantes que la reconnaissance de la réalité des faits. Or, les attentes en matière idéologique, par exemple pour le communisme, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inégalités. C'est vrai que baser une société sur l'opposition des égoïsmes, sur la recherche du profit, etc., il y a quelque chose là qui n'est pas satisfaisant. Et donc, quand on avait cette grande idée que le communisme allait remplacer le capitalisme et allait émanciper tout à fait toute l'humanité, eh bien, quelque part, les individus avaient une conception globale du monde, avec les bons, ceux qui allaient dans le sens de l'histoire et qui voulaient réaliser le communisme, et les mauvais, les anticommunistes, les défenseurs de la bourgeoisie, du capitalisme, de l'exploitation, etc., etc. Et c'est donc très systématique, c'est une vision globale du monde. Et quand, effectivement, ceux qui croient à cette vision globale du monde sont tellement enthousiastes, eh
eh bien, ils ne sont plus accessibles à la reconnaissance des faits, à la réflexion sérieuse sur ce que nous devrions faire, et donc c'est un préjugé de type systématisé. Alors on a appelé ça, et le nazisme fait la même chose, sauf que dans un sens qui est un sens tout à fait abominable, avec l'idée d'une race supérieure, des races inférieures, l'espace vital que l'Allemagne doit occuper à l'Est, les handicapés qu'il faut éliminer parce qu'il faut éviter qu'elles affectent la pureté, la santé de la race, et toutes ces idées qui sont des idées particulièrement aberrantes, mais qui de nouveau sont des idées simples, qui permettent aux individus d'avoir une sorte de cadre, et une fois qu'ils acceptent ce cadre comme un gros préjugé systématique, bon, ben, ils n'ont plus besoin ou ils ne sont plus capables d'approcher la réalité avec la pensée critique. Alors, on a appelé ces idéologies des religions séculières. Religions séculières, c'est intéressant parce que ce ne sont plus des religions. Souvent, ils sont très anti-religieux. Le communisme était très anti-religieux. Le communisme, en particulier stalinien, se basait sur la phrase de Marx, « La religion est l'opium du peuple ». La religion, c'est quelque chose que les curés et les possédants mettent dans la tête des gens pour que les gens se soumettent à l'ordre du monde. Parce qu'on leur dit, c'est Dieu qui a créé l'ordre du monde, tout se résoudra dans l'au-delà. Et ça les empêche de voir qu'il y a dans le monde des inégalités réelles et qu'il faut qu'ils s'attaquent à leurs véritables oppresseurs. Donc, très anti-religieux, c'est plus du tout la religion. Mais ça fonctionne de la même manière, parce que le parti a toujours raison, c'est une sorte d'église, le parti dit l'idéologie, et au-delà de l'idéologie, il n'y a plus rien. Alors pourquoi est-ce qu'on dit séculière? Mais parce que c'était une vieille opposition au Moyen-Âge entre le siècle c'est le temps, hein, le déroulement des siècles, donc ça c'est la condition humaine, nous vivons dans le temps et nous sommes limités d'ailleurs, et puis l'éternel, ça c'est le règne de Dieu, avec l'église comme représentant l'éternel. Et donc ce sont des religions séculières, elles sont dans le siècle, ce sont des religions de l'histoire, elles ne font pas appel à un Dieu, mais au fond, quelque part, il y a la même chose, il y a une autorité qui vous donne une conception globale du monde que vous ne pouvez pas contester, que ce soit celle du communisme ou que ce soit celle du nazisme, bien que ce soit extrêmement différent. Donc ça a un côté qui est un côté très fascinant. Et la dernière chose à dire pour essayer de comprendre tout ça, dans un monde du XXIe siècle où les idéologies les plus terribles reviennent plutôt à des référents religieux, je pense à Daesh, mais fonctionnent aussi de la même manière, en prenant des individus qui, au fond, sont déboussolés, en leur donnant un sens global du monde avec les bons, les mauvais, etc. Ici, c'est pas le nazisme et l'espace vital, c'est pas l'émancipation universelle de l'humanité, c'est le retour aux sources de l'islam, etc., etc. Nous en parlerons après. Eh bien, donc tout ça crée effectivement une grande fascination, et c'est ça la difficulté de la pensée critique, c'est que la pensée critique promet beaucoup moins. Elle n'a pas cette grande conception globale du monde. Elle nous confronte à un monde qui est un monde au fond compliqué, dans lequel les responsabilités sont très nuancées, vous n'avez pas les bons, les mauvais, etc. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, la lutte contre le préjugé idéologique ou religieux est une lutte qui est une lutte difficile. Et dernière chose, la confusion entre faits et valeurs. Vous savez que la grande importance dans la pensée critique, c'est bien de distinguer les faits et les valeurs. Si vous ne les distinguez pas, vous avez ce qu'on appelle la wishful thinking. Vous pensez que le monde correspond à vos souhaits. Parce que si vous n'êtes pas d'accord sur un fait avec quelqu'un, bon, mais c'est pas le diable, quoi. Bon, vous n'êtes pas d'accord, vous avez mieux vu, c'est peut-être un peu vexant pour celui qui croyait avoir la vérité, mais enfin bon, il n'y a pas de question morale là-dedans. Il y a simplement la question que, bon, l'un n'a pas bien raisonné, ou n'a pas bien vu, ou n'a pas élaboré la bonne théorie, et l'autre a élaboré la bonne théorie, c'est comme ça que ça marche. Dans les grandes idéologies, les religions séculières, c'est pas comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, attention, il y a déjà un jugement moral. On confond les faits et les valeurs. Vous êtes pour le capitalisme, pourriez dire, moi je trouve qu'il y a des avantages dans le capitalisme et que pour finir, il y a beaucoup de défauts dans ces conceptions communistes, etc. On ne vous dira pas simplement, non, on va analyser et vous avez une vision de la réalité qui est une vision qui est tronquée ou qui n'est pas la bonne, etc. On va dire que vous êtes mauvais, que vous êtes quelqu'un qui défend les intérêts des privilégiés, que vous ne voulez pas de l'égalité des hommes, etc. Et donc, vous avez de mauvaises valeurs. Et donc, ça a quelque chose de très intimidant pour celui qui veut contester. C'était très caractéristique dans le communisme, puisqu'encore une fois, le communisme, à la différence du nazisme, c'est une très belle idée. C'est une idée qu'on peut accepter, l'idée de l'égalité radicale des hommes, l'abolition de l'argent et des choses comme ça. Mais les critiques
de ceux qui voulaient réaliser l'idéal communiste, donc du Parti communiste, étaient considérés comme des stipendiés de la bourgeoisie, de l'exploitation, etc. Et donc, quand vous critiquiez, même si vous aviez de bonnes raisons, de bons arguments, vous étiez stigmatisé moralement. Et ça, c'est très caractéristique de ces conceptions globales. Alors, la religion a fait exactement la même chose. Si vous disiez quelque chose d'opposé à ce qui était dans la Bible, c'est que vous n'étiez pas un bon croyant, etc. Ça se passe aujourd'hui avec l'islam, ça se passe dans toutes les orthodoxies. Et donc là, il y a quand même quelque chose de très important à envisager. C'est que cette confusion entre fait et valeur a quelque chose d'intimidant pour la pensée et que c'est sans doute un obstacle de plus à l'exercice de la pensée critique.